Voilà, je vous remercie d'être présent en ce jour de l'escalade, ce qui ne rendait pas les accès si faciles, et puis encore 2 étages à monter. Bon. En tout cas, merci d'être là. Nous allons parler d'Hyperion à la suite de ces représentations un peu bouleversantes auxquelles nous avons pu assister. Le titre, que je commence toujours par le commentaire du titre que je vous donne, c'était « Le fantôme des jours d'or à venir ». C'est un titre qui est emprunté à une des lettres, la 27e du premier volume d'Hyperion. C'est une question qui est posée: pourquoi la joie et la souffrance alternent-elles chez toi? Et on entend cette réponse: c'est parce que tu possèdes tout et ne possèdes rien, parce que le fantôme des jours d'or qui doivent venir t'appartient et cependant n'est pas là, parce que tu es un dieu parmi les dieux dans les beaux rêves qui envahissent tes journées, et parce que lorsque tu t'éveilles, tu te retrouves sur le sol de la Grèce actuelle moderne. Ce paragraphe donne, je dirais, la quintessence de ce roman, qui on peut dire, se développe toujours dans l'alternance, le partage, l'oscillation constante entre des contraires, entre une exaltation de la joie, entre un abîme de la souffrance et même une nuit de l'âme. C'est le tout ou le rien, le tout qu'on porte en soi et le rien puisqu'il n'y a rien aussi bien. Et puis le fantôme. On a affaire à un être qui est habité, qui est hanté par des revenants. Ceux d'un âge révolu, ceux de l'âge d'or de la Grèce, dans le mythe d'Hölderlin, fait de lumière, de soleil, de présence à la nature, la Grèce antique qui est celle avant tout de la liberté. Et c'est là, dit-il, des jours d'or. Les jours d'or, ou jours dorés, c'est une référence à l'âge d'or. Et l'or, vous le savez, c'est symboliquement le symbole même, d'ailleurs dans l'alchimie, du soleil. Je dis dans l'alchimie parce que, vous le savez, Hölderlin le dira, c'est dans les profondeurs de la terre que s'opère la mystérieuse croissance de l'or. Donc le lien en même temps entre le soleil et les profondeurs de la terre, c'est la lumière. Et quant à Hyperion, le nom, c'est le nom d'un titan, d'abord, qui est le fils du ciel, Ouranos, et de la terre, Gaïa, qui était elle-même d'ailleurs la mère du ciel. Donc Gaïa s'unit à son fils Ouranos, aura des enfants multiples. Les titans, et notamment ici Hyperion, est précipité au fond du Tartare. Seulement, Hyperion, c'est aussi, chez Homère, il y a des l'Odyssée, et chez Hésiode, c'est aussi le nom du soleil, d'Hélios. Le titan, en effet, nommé Hyperion, marié à sa sœur, la titanide Théia, avait engendré le soleil, la lune et l'aurore. Et le nom du soleil, comme a chez Homère, c'est Hyperion, ce qui étymologiquement veut dire celui qui va au-dessus, ou celui qui va par-dessus la terre. Mais c'est aussi, d'où le soleil, mais c'est aussi celui qui va au-delà, qui va à l'extrême, comme dans hyperbole. C'est celui qui surpasse tout, et non pas qui passe au-dessus, mais qui surpasse. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette prose rythmée, qui est un roman épistolaire, poème, lorsqu'apparaît ou lorsqu'est évoquée la femme aimée, la divine, celle qui a la fonction d'une Béatrice éblouissante dans ce roman, et qui se nomme Diotima, comme la Diotima qui amène Socrate à découvrir ici le secret de l'amour. Diotima dit à Hyperion: « Je ferai surgir ton être profond. » Et puis elle s'interrompt. Mais il est déjà là. Il s'est levé comme un astre. Ce n'est plus Hyperion le ténébreux, donc celui qui a été enfoui sous le Tartare, qui a été enfoui dans les enfers. Ce n'est plus Hyperion le ténébreux, sa sauvage tristesse. Oui, c'est ton frère,
le splendide Hyperion du ciel qui habite en toi. Donc tout homme, c'est important ça, tout homme, porte en soi, au fond de soi, le soleil. Tout homme porte en soi le ciel. D'ailleurs, c'est ce que disait Macrobe dans un fameux commentaire au 5e siècle sur le songe de Scipion, dans la République de Cicéron, qui s'adresse à l'homme. Sache que tu es Dieu, scito te esse Deo. Je vous le dis en latin pour que vous me croyez. Et cette certitude intime est justement ce qui fonde l'avenir dans l'esprit d'Hölderlin. C'est ce qui fonde ce qui doit advenir, parce que tu portes le soleil, parce que tu portes l'or en ton cœur, quelque chose de tout autre lèvera forcément un jour. Et Marie-Josée Malice, il fait plaisir d'être là ce matin, à qui on doit à elle et à ces comédiens qui accomplissent une performance absolument merveilleuse, tous habités dans la polyphonie, par un texte dont la diction accentuée ou en suspens détache les syllabes et fait entendre le texte aussi autrement. C'est un théâtre complètement déraisonnable. Je dirais, quand il est inaudible, parce qu'il est inouï. C'est un texte en prose à voix multiples, peut-être qu'il n'est pas fait pour le théâtre, un roman par lettres, qui s'échangent, qui se reprennent dans une sorte, et ceci dans une sorte de scène désertée, sinistre, laide, enfin, à moins que vous me contredisiez, une scène qui est celle d'un monde en déréliction. Et c'est là où, dans son commentaire, Marie-Josée Malice disait, je dirais de façon fulgurante, l'histoire, les révolutions ne sont qu'échecs, impasses, ruines, et pourtant, nous verrons ce et pourtant dans le texte, et pourtant, cette évidence intime d'un absolu en soi défie la dialectique de l'histoire, toujours désenchantée. Bref, c'est Hölderlin contre Hegel. Vous savez, tous deux, ils étaient nés la même année. Vous vous rendez compte, cette année 1770. Il y avait Hegel et Hölderlin. Et attendez, non seulement ils sont nés la même année, mais ils étaient ensemble, condisciples au séminaire protestant de Tübingen, à 18 ans. Vous aviez dans le même séminaire Hegel et Hölderlin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le plus grand poète et dans le plus grand philosophe ensemble, n'est-ce pas? Et attendez, 1770, c'est aussi l'année de naissance de Beethoven. Napoléon, lui, c'est 1769. Alexander Humboldt, c'est 1769. Chateaubriand, 1768. Donc, c'est 2 années entre 68. Pardon? Madame de Staël, 1766. Exactement, oui. C'est encore un peu plus loin. Donc, c'est pour ça que je m'en tenais simplement. Je m'en tenais simplement aux 2 années autour des années 70. Et donc, ce que nous disait Madame Malice à ce sujet, c'est qu'au fond, il y a là une vérité subjective qui est ancrée au fond de soi, qui est porteuse de perfection, porteuse d'un désir d'accomplissement, de quelque chose, d'un désir qui résiste, qui fait pièce à toute déception, à tout résultat historique. Et nous n'avons que des déceptions historiques. Et c'est pourtant, c'est cela, et très bien d'ailleurs d'avoir fait écrit à ce moment-là, elle a créé ce pourtant au début de la pièce. Et pourtant, c'est elle, cette vérité, qui prévaut contre toutes les dérives également des révolutions et de la violence. Nous y reviendrons. C'est aussi en quoi ce classicisme romantique, classique parce que l'œuvre, les germanistes vous disent c'est la grande période classique de la littérature allemande. Oui, parce qu'elle est illuminée par la Grèce antique, la Grèce de Winckelmann, mais c'est aussi romantique parce que c'est ancré dans le cœur, dans le sentiment, dans le rêve, dans l'insatisfaction de la réalité, je dirais dans l'azur, dans la nature. Donc, quand je fais cette énumération, ce sont des choses qui, dans le monde d'aujourd'hui, discréditeraient plutôt Hölderlin. Et pourtant, n'est-ce pas, c'est en quoi il reste une lumière qui nous éclaire et qui pose cette question, je dirais toujours inactuelle dans le monde des intérêts égoïstes, à quoi nous sommes de plus en plus réduits, la question de notre être fraternel, que la médiocrité et le renoncement au désir ne satisfont pas.
cet être-là ne renoncera pas à ce que quelque chose ait lieu. Et c'est en quoi le théâtre est important ici, qu'il y ait quelque chose qui ait lieu, que quelque chose prenne place dans ce monde, quelque chose qui est tout autre, quelque chose qui est inventé et que l'on ne cessera pas d'inventer, même en dépit de toutes les désillusions. Alors, où se situe l'action de ce roman par lettres? Ce roman par lettres, comme la Nouvelle Héloïse de Rousseau était par lettres, et Rousseau est admiré, élu par Hölderlin, et notamment l'Émile. Ici, seulement à la différence de la Nouvelle Héloïse, il n'y a qu'un seul correspondant, enfin que l'on entend. C'est Hyperion qui s'adresse à un ami allemand, Bellarmin. Il n'y a qu'un seul. On a 2 volumes, si vous voulez, qui comprennent chacun en 2 livres 30 lettres à chaque fois, donc il y a 60 lettres en tout. Et vous avez 15 lettres qui rapportent, qui recopient pour Bellarmin un échange de lettres entre Hyperion et Diotima. Ça sera la deuxième partie, et c'est le moment qui a rapproché de la mort de Diotima. On est dans l'action elle-même, j'y faisais écho tout à l'heure, on est dans la Grèce moderne, dans l'année justement 1770. Hölderlin, qui situe cela à cette date qui est la date de sa propre naissance, va écrire ce roman pendant une période de 7 années, de 1792 à 1799. C'est-à-dire il a entre 22 et 29 ans. Alors ça a commencé avec un fragment qui sera paru dans la revue, qui paraîtra dans la revue Thalia de Schiller en 92, puis il écrit La jeunesse d'Hyperion en 95, enfin paraît le premier tome d'Hyperion en 97, le deuxième tome en octobre 99, annonçant une suite qui ne viendra jamais. Et je vous rappelle qu'en 1799, c'est l'année du coup d'État du 18 Brumaire, le 9 novembre 1799, où Bonaparte devient premier consul. Après quoi, vous avez une période dans la vie d'Hyperion qui sera celle des grands poèmes, des hymnes, entre 1800 et 1806, mais il a déjà été frappé par Apollon, comme il le dit lui-même, en 1802-1803. Ça fait 36 ans. Et à partir de là, il y a cette cassure, c'est-à-dire que 36 ans de vie, et vous avez encore 37 ans. Et dans les 37 ans qui vont venir, Hölderlin, qui a été d'abord emmené dans une clinique et puis qui sera confié un an après à un menuisier sur les bords du Neckar, à Zimmer, c'est la période qu'on appelle celle de la folie d'Hölderlin. Et pendant 37 ans, il va vivre là de façon dont on a peu d'éléments, à part un certain rapport qui a été fait par Bettina von Arnim, et puis aussi quelques remarques que le menuisier de Zimmer a dit, qui s'est occupé de lui pendant toute la fin de sa vie, et qui ne trouvait pas du tout anormal. Ceci vrai que il passait son temps à réciter, à lire, à écrire, à regarder la nature, il écrit des poèmes encore, et il a toujours le texte de Hyperion sous les yeux, qui va manger toute sa vie. Alors revenons sur cette année 1770, qui est le moment où c'est la grande intervention, enfin l'intervention de la Russie de la Grande Catherine dans le Péloponnèse, et qui va servir de déclencheur aux soulèvements populaires, lesquels vont aboutir, comme vous le savez, en 1821 à la guerre de libération et à l'indépendance de la Grèce, qui sera effective en 1830. La Grèce était, à ce moment-là, je vous le rappelle, c'est important dans le roman, était sous la domination ottomane, d'ailleurs depuis 1460. C'était d'ailleurs les Byzantins qui avaient appelé, comme vous le savez, qui avaient attiré en Europe les Turcs, afin de les appelant à l'aide contre les Serbes. Ça commence comme ça, si vous voulez. Mais au XVIIIe, depuis des décennies, il y avait eu un essor économique, développement de la marine grecque, il y avait aussi les émigrés grecs dans les villes marchandes d'Italie et de Venise notamment. Les Vénitiens ont eu un rôle important dans le Péloponnèse. Il y avait la résistance du peuple dans les montagnes. Tout ceci avait favorisé un éveil du sentiment national. La révolte était potentielle, une étincelle mettra le feu, et ce sera l'intervention des Russes, de la Russie, en 1770. Rappelez-vous le contexte encore. Fin XVIIIe siècle,
il y a dans la culture européenne, notamment allemande, un retour à la Grèce. J'ai évoqué Winkelmann. Les années 90 voient successivement la Révolution américaine qui a franchi du joug anglais, la Révolution française qui a franchi du joug monarchique, l'histoire récente de la Corse qui suppose l'affranchissement de plusieurs jougs successifs, et cette Révolution française va inspirer également les élites sociales et les chefs révolutionnaires du maquis grec, comme Constantin Rigas ou Adamantios Korais. Et ces chefs, ces élites, insistaient elles-mêmes sur l'unité qui existait entre cette révolte nationale qui marque cette fin du XVIIIe et le début du XIXe et le splendide passé culturel et politique de la Grèce antique. Comme ça commence l'Europe quand même. Alors la population s'organise en bandes armées dans le Péloponnèse, il y a des sociétés secrètes comme celle des Amis du côté du Danube qui est agissante, et puis vous avez les troupes albanaises envoyées par le pouvoir ottoman qui accomplissent des exactions épouvantables et qui font régner la terreur dans le Péloponnèse, toutes choses qui sont évoquées dans l'Hypérion. Et puis évidemment l'intérêt des Russes pour les chrétiens orthodoxes, cette politique orientée de la Russie vers le sud et l'ouverture maritime en Méditerranée. Ça, c'est le contexte. Donc celui d'une ferveur culturelle, sous la poussée philhellène, en Allemagne, c'est l'époque des révolutions, ce sont les intérêts des grandes puissances. Et quant à Hölderlin, il n'est pas allé en Grèce. Hölderlin connaît la Grèce par les récits, ces merveilleux récits qui ont existé à ce moment-là, de voyages avec des gravures et des cartes, qui sont traduits en allemand. C'est des Anglais d'abord, Chandler, puis Choiseul-Gouffier, le français, puis les Antiquités d'Athènes de James Stewart et Nicolas Revette, et puis surtout le voyage du jeune Anacharsis en Grèce de l'abbé Barthélemy. Alors comment se présente l'histoire elle-même? Il y a un cadre. Le cadre, c'est simple. Vous avez un jeune grec qui est né dans une île appelée Tina, qui est au cœur des Cyclades, et ce jeune grec qui participe justement à ce mouvement de révolte nationale dans le Péloponnèse, devant l'échec de ses premières tentatives et la violence de la répression, blessé lui-même, part en Allemagne pendant l'hiver 1770. Il revient d'Allemagne au printemps 71 et il revient dans l'isthme de Corinthe, puis à l'été 71, il se trouve et il réside à Salamine. Alors ça c'est un choix symbolique important. Lui qui venait d'une île au cœur des Cyclades va maintenant s'arrêter dans ce retour dans l'île qui est la plus importante sur le plan symbolique dans l'histoire de la Grèce antique. C'est la fameuse bataille maritime décisive que les Grecs livrent contre les Perses en 480 et qui met fin aux guerres médiques. Et c'est de là, c'est de Salamine, de cette île qui représente toute l'histoire héroïque de la Grèce, qu'il écrit à un ami allemand qui connaissait l'Italie, Bellarmin. Il lui écrit des lettres à la demande de son ami, justement, où il lui parle de lui, où il lui parle de son histoire passée, jusqu'à son départ de Grèce et à son présent retour. Donc en fait, le roman fait boucle, il revient à son point de départ, mais de façon, je dirais, très égalienne, il revient à son point de départ transformé, ce n'est plus le même qui se retrouve au même point. Et le récit comprend quoi? Le récit de son enfance, de la belle nature de son île natale, de sa jeunesse et de sa formation, de ses voyages en Grèce, d'une amitié née à Smyrne, et qui évoque l'un des amis profonds d'Hölderlin, qui était Sinclair, de son illumination amoureuse, qui le tire vers le haut, je dirais, comme chez Goethe, de son action, enfin il n'aimait pas beaucoup, Goethe n'aimait pas beaucoup Hölderlin, enfin, de son action, de son engagement dans la guerre de libération de son pays, de son échec, de son départ et de son retour dans une existence d'exilé intérieur. Il est, et c'est le sous-titre du Hyperion, c'est Der Ermit in Griechenland, l'ermite en Grèce. C'est un exilé dans son propre pays. Il revient dans son propre pays pour y vivre en exilé, comme un ermite dans le pays natal. Ce qui implique qu'il y ait une vie spirituelle qui se maintienne justement,
qui le mettent hors du monde au moment même où il fait retour dans son monde. Vous savez, il y a un récit médiéval, la vie médiévale, la vie de saint Alexis qui jouait sur ce thème-là. Alexis revient en mendiant incognito depuis Éphèse dans sa propre maison familiale à Rome, et il y vit comme un mendiant sous un escalier chez lui sans être reconnu. Et toute la spiritualité qui est vraiment résumée dans cette vie de saint Alexis. Donc il lui appartient ce monde, tout en lui restant, il appartient à ce monde, tout en lui restant étranger. C'est d'une position que les psychanalystes ont appelé ça l'extimité, pour opposition à l'intimité, l'extimité. On est à la fois dedans et en même temps de ce dedans, on est dehors. Dans une position d'ailleurs, le mot reviendra, qui est celle, ça c'est un écho freudien, de l'Unheimlichkeit, c'est-à-dire l'inquiétante étrangeté. Quand brusquement quelque chose vous revient du plus intime, du Heim, le foyer, qui revient à vous et en même temps que vous ne reconnaissez pas. Et ça induit un profond malaise à ce moment-là. Le mot apparaît dans le Fragmentalia d'Hyperion que j'avais dans l'édition de 10-18 de jadis. Comme j'arrivais chez moi et que je m'avançais vers mes fenêtres ouvertes, mes fleurs à l'abandon et desséchées à moitié, levant les yeux vers la forteresse de Smyrne, devant ses ruines, quelle sensation d'étrangeté s'empara de moi. Brusquement, c'est ça. Et il est chez lui, il est dans l'intime du foyer, et là lui revient quelque chose comme un malaise, parce qu'il ne le reconnaît pas, parce que quelque part il n'y est pas. Et je dirais que c'est ce qui de lui-même lui revient comme étranger à lui, qui fait que lui-même va vouloir incarner pour nous cette position qui nous dérange de vivre en étranger chez lui. Position subjective qui nous fait réfléchir sur la vie d'Hölderlin, sur ce poète foudroyé par le soleil, foudroyé par Apollon, qui a fait retour dans son pays natal, en Souabe, sur le Neckar, mais pour y vivre dans cet espace, je disais, d'intériorité extérieure, présent à la beauté du paysage, au cycle naturel des saisons. Ces derniers poèmes, c'est uniquement les cycles des saisons. Présent à son œuvre inachevée d'Hyperion, qu'il avait là sur sa table, et pourtant absent aux yeux du monde, aliéné. Et c'est de là qu'il nous revient, c'est de là qu'il n'a cessé de nous parler, notamment au XXe. Cet être solaire qui avait franchi les limites, qui était allé au-delà, au-dessus de notre condition mortelle, dans un pays inconnu et pourtant intime. Alors le rythme de cette vie passée antérieure de son héros Hyperion qu'il nous raconte est marqué, on le voit, ça a été dit à plusieurs reprises, par 3 rencontres qui sont chaque fois l'objet d'un bouleversement qui nous saisit aux racines mêmes de notre être. La première rencontre, c'est avec un maître, un guide spirituel qui s'appelle Adamas, le diamant. Puis il y aura l'ami, la rencontre amoureuse de l'ami, le double, comme les Dioscures, comme Achille et Patrocle, je dirais comme Gilgamesh et Enkidu, pour revenir aux origines de la littérature, celui qui s'appelle Alabanda, et qui est aussi son double nocturne, marqué par la mort. Et puis la rencontre avec une femme, la Diotima, qui, comme son nom le suggère, l'appelle à cette sorte d'élévation, de reconnaissance, de dépassement platonicien de la beauté. Qu'est-ce que c'est que l'amour, explique Diotima dans le banquet de Platon à Socrate? C'est de concevoir dans le beau, c'est-à-dire de porter au jour cet or intérieur qui à son tour transforme le monde. Ça, c'est le cœur de la révélation d'Hölderlin, c'est le cœur de ce qu'il nous dit. Et c'est pour ça qu'on peut tout pardonner quand on peut dire ici, là, comme on a l'audace de mettre en scène, de faire entendre dans l'actualité du théâtre, d'un lieu de vie, où l'on fait entendre cette voix. Alors ça c'était le premier volume. Le deuxième volume, c'est après la rencontre d'amour, l'engagement, l'action révolutionnaire, guerrière, le mouvement, la participation au mouvement de libération. Et là, c'est suivi très vite de l'échec, de la mort,
de la séparation, de la vie séparée. Séparée, mais peut-être reconquise sur un autre plan, comme je l'avais indiqué au début. Et chacun de ces temps est porteur d'une poésie et d'une pensée inégalée. Alors, je veux vous faire entendre quand même quelques passages de ces hymnes. C'est une suite d'hymnes, ces lettres. Vous avez d'abord l'hymne à la nature. Je reviendrai en conclusion à ce sujet. C'est dès la deuxième lettre. Lorsque il dit « pourtant », il est revenu donc de toute cette déception, il est revenu dans l'isthme de Corinthe pour écrire à Bellarmin, et il lui dit, bon, les Grecs ne sont plus à ce moment-là que des proies chassées par la férocité albano-turque. Pourtant, tu brilles encore, soleil du ciel, terre sacrée, tu ne cesses point de verdir. Les fleuves courent encore à la mer, et les arbres qui donnent l'ombre murmurent toujours à midi. La cantilène du printemps berce mes mortelles pensées, et la plénitude du monde vivant revient enivrer ma détresse. Bienheureuse nature, ce que je ressens quand je lève les yeux sur ta beauté, je ne saurais le dire, mais tout le bonheur du ciel habite les larmes que je pleure devant toi, la mieux aimée. Tout mon être se tait pour écouter les tendres vagues de l'air jouer autour de mon corps. Perdu dans le bleu immense, souvent je lève les yeux vers les terres, ou je les abaisse sur la mer sacrée, et il me semble qu'un esprit fraternel m'ouvre les bras, que la souffrance de la solitude se dissout dans la vie divine. Mais qu'est-ce que la vie divine, le ciel de l'homme, sinon de faire qu'un avec toute chose? Ne faire qu'un avec toute chose vivante, retourner par un radieux oubli de soi dans le tout de la nature, ne faire qu'un avec toute chose vivante. Et il continue, la dure fatalité abdique, la mort quitte le cercle des créatures, et le monde, guéri de la séparation et du vieillissement, rayonne d'une beauté accrue. Faire un, qu'est-ce que c'est que l'être? C'est de faire un avec le tout, avec l'univers. Ça commence ainsi, Hyperion. Après cet hymne à la nature, qu'on verra se reprendre et se dérouler au long de l'œuvre, vous avez un hymne à l'enfance, à l'innocence. Alors évidemment, là il y a du Rousseau qui est derrière, mais c'est sublime, n'est-ce pas? À l'innocence qui échappe à nos prises. Ce qu'il dit là de l'enfant est absolument extraordinaire. Comme le travailleur répare ses forces dans le sommeil, mon être tourmenté aime à chercher refuge dans l'innocence du passé. Céleste calme de l'enfance, que de fois je t'ai contemplé sans mot dire, amoureusement, cherchant à te saisir par la pensée. Mais nous ne pouvons concevoir que le bien, qui est du mal transformé. C'est-à-dire, notre traduction, mais nous ne parvenons à concevoir que ce qui a d'abord été un mal avant d'avoir été réparé. Donc, du coup, l'enfance et l'innocence échappent à nos prises. Quand j'étais encore un enfant tranquille, ne sachant rien de ce qui l'entoure, n'étais-je pas davantage, je le suis maintenant, après toutes les épreuves du cœur, tant de recherches et tant de luttes. Oui, l'enfant reste une créature divine, aussi longtemps qu'il n'entre pas dans les mimétismes de l'adulte. Sa beauté est d'être ce qu'il est, totalement. La contrainte de la loi et du destin ne peut l'atteindre, il n'y a place en lui que pour la liberté, en lui est la paix, il n'est pas encore en conflit avec lui-même, en lui est la richesse, son cœur ignore l'indigence de la vie, et parce qu'il ne sait rien de la mort, il est immortel. C'est splendide. Alors ça, là vous entendez vraiment ce que c'est que l'enfance, dans cette tradition qui nous venait de Rousseau, et d'ailleurs qui a modifié, on peut dire, tous nos modes d'éducation par la suite. Et puis il y a l'hymne au maître, dans la 4e lettre. Heureux celui qu'un esprit noble croisa sur son chemin en sa première jeunesse. Et ce maître à Damas va lui enseigner d'abord les héros de Plutarque. C'est la fameuse lecture que je voudrais que tous les enfants fissent à l'école, pour de longues années, lire tout Plutarque. C'est ce qu'on faisait avec Montaigne, c'est ce qui s'est fait pendant des siècles. C'est le cœur de ce qui fait la civilisation européenne, là, la vie des hommes d'illustres de Plutarque. Donc, il y a aussi de magnifiques traités de Plutarque sur l'amour. Ça, on en parlera une autre. On pourrait le mettre un jour ensemble. Donc,
les héros plus tard, les dieux grecs, bien sûr, l'observation de la nature, les fleurs, les astres, hein, toujours les fleurs et les astres en correspondance. Et puis il l'amène dans un voyage aux quatre coins de la Grèce et sur le Ceinte à Délos, à 112 mètres de hauteur. Il évoque cette période où le dieu du soleil apparaissait, où la Grèce rassemblée à Délos était comme un nuage doré autour du soleil. Toujours ces visions de l'or d'un âge révolu, pour conclure qu'il y a un Dieu en nous. C'est avec l'adolescence ensuite, avec le temps des espérances, où il se sent du même coup, dans ce mal-être, ce malaise de l'adolescent, il se sent à l'étroit, il désire partir, voyager, et faute de rien trouver qui réponde à son désir, dans un siècle qui lui paraît incurable, de nouveau il se replie, il vit dans l'attente. Et là, soudain, à Smyrne, un splendide étranger, pareil à un jeune titan, s'avançant parmi les nains qui l'entourent, est l'objet de sa rencontre et de sa fascination. Et tous les deux, c'est une amitié qui commence, ils n'arrêtent pas de débattre ensemble, de rêver ensemble, de changer le monde. Et là, dans cette discussion, dans cet hymne à l'amitié, que l'on retrouvera d'ailleurs encore à un autre endroit dans le roman, quand j'ai été jusqu'à Troie avec Alabanda. Alabanda, c'est le nom de son ami. Comme un dieu, j'avais régné sur lui, avec la tendresse confiante d'un enfant, j'avais obéi à son regard, j'avais goûté avec joie la saveur de son être, toujours heureux quand je tenais la bride à son cheval, ou quand de splendides décisions, de hardies pensées, dans le feu des paroles, soulevées au-dessus de moi-même, hein, toujours upériode, n'est-ce pas, soulevées au-dessus de moi-même, je croyais toucher son âme. Hein, c'est ça. L'amitié, c'était ça, c'était un rapport d'âme à âme, hein, qui est entendu et qui est vécu à ce moment-là. Et là, c'est dans cette rencontre avec Alabanda qu'il y a une discussion passionnante d'ailleurs sur le rapport à l'État. Et nous délirons, reprit Alabanda, nous tuons dans cette ivresse le temps. Ce sont nos fiançailles, plaisantai-je. Rien d'étonnant que nous nous croyions en Arcadie. Mais laisse-moi revenir à ce que nous disions. Alors, Alabanda lui répond, tu concèdes à l'État trop de pouvoir. L'État n'a pas le droit d'exiger ce qu'il ne peut obtenir par la force. Or, on ne peut obtenir par la force ce que l'amour donne, ou l'esprit. Que l'État ne touche donc point à cela, sous peine que l'on ne cloue sa loi au pilori. Par le ciel, il ne mesure pas l'étendue de son péché, celui qui prétend faire de l'État l'école des mœurs. L'État, dont l'homme a voulu faire son ciel, s'est toujours changé en enfer. L'État n'est rien de plus que la rude écorce protégeant l'amande de la vie, le mur enfermant le jardin de nos fruits et de nos fleurs. Mais que peut faire le mur si la terre du jardin est sèche? La seule pluie du ciel y peut quelque chose. Un pluie du ciel, ô ferveur, tu nous ramèneras le printemps des nations. Enfin, c'est un texte sublime, on n'arrête pas de le reprendre, de le relire, de le réentendre. Bon, je vous invite évidemment à le découvrir et à le redécouvrir. Et puis, évidemment, ce qui va suivre dans cette amitié, c'est aussi le moment de la blessure entre les amis, la crise, la rupture, et là, la plongée dans une sorte de nuit de l'âme, avec une tentation nihiliste, hein, ce passage terrible où il dit ce pourquoi nous sommes nés n'est rien, il n'y a que le vide, il n'y a que le désert, mais, ajoute-t-il, le vide et le désert que je trouve au-dessus et au-dessous de moi, c'est d'abord en moi qu'il est. Alors la troisième rencontre, et là commence l'hymne à l'amour, c'est peut-être une des... Bon, il y a Lancelot en prose, il y a Lancelot face à Guenièvre, il y a Dante et Béatrice, et bien sûr il y a Hölderlin, enfin il y a Hyperion et Diotima. Après ça, vous pouvez vous arrêter de lire. Mais c'est extraordinaire. Alors, dans cet hymne à l'amour, je vous lis juste un petit passage, le moment où il va en parler pour la première fois, toujours en s'adressant à Bellarmin. D'ailleurs, comme chez Dante, le moment où je la vis pour la première fois, ce moment a été le dernier. C'est comme
lorsque Dante voit Béatrice pour la première fois. Je l'aurais vue une fois. L'unique chose que cherchait mon âme est la perfection que nous situons au-delà des astres, que nous repoussons à la fin des temps. Je l'ai sentie présente. Le bien suprême était là, dans le cercle des choses et de la nature humaine. Je ne demande plus où il est. Il fut dans le monde. Il y peut revenir. Il n'y est maintenant qu'un peu plus caché. Je ne demande plus ce qu'il est. Je l'ai vu et je l'ai connu. Ô vous, qui recherchez le meilleur et le plus haut, dans la profondeur du savoir, dans le tumulte de l'action, dans l'obscurité du passé ou le labyrinthe de l'avenir, dans les tombeaux ou au-dessus des astres, savez-vous son nom, le nom de ce qui constitue l'un et le tout. Son nom est beauté. C'est toi qui vas montrer la voie, ô Diotima, Diotima, fille du ciel. Et donc on a, à partir de là commence ce grand moment d'ailleurs d'exaltation, où la nature est aussi présente. C'est une sorte de confusion ici entre Diotima et la nature. Nous avons, alors ensemble, nous avons nommé la terre une des fleurs du ciel, et le ciel, le jardin infini de la vie. De même que les roses se réjouissent de la poudre dorée, avons-nous dit, l'héroïque lumière du soleil réjouit de ses rayons la terre. C'est une créature admirablement vivante, toujours divine, aussi bien qu'en jaillit de son cœur le feu furieux, que la suave eau claire, toujours heureuse, qu'elle se nourrisse de la rosée ou des nuées d'orage qu'elle réserve, avec la complicité du ciel à son plaisir. C'est l'épouse du jour, c'est l'épouse de jour en jour plus fidèle du Dieu Soleil, à l'origine peut-être plus étroitement unie à lui, puis séparée de lui par un décret du destin, afin qu'elle le cherche, s'en rapproche, s'en éloigne, et à travers peines et plaisirs s'épanouisse en sa plus radieuse beauté. Tels étaient nos propos, je t'en donne le sens et la teneur, mais que sont-ils sans la vie? Le jour baissait, il nous fallut partir. Donc vous avez cet hymne à l'amour, qui est en même temps un hymne, ce que je viens de vous lire, à la vie de la terre, et il aboutit à cette conclusion que, au fond, tout ce que l'homme a fait ou pensé durant des siècles, qu'est-ce à côté d'un instant de l'amour? Là est la réussite suprême, la plus haute beauté de la nature, où tous les degrés de la vie convergent. C'est là notre origine et notre fin. Cette proximité d'ailleurs aussi entre la femme et la nature est soulignée. Cette vérité est éternelle, est universelle. Plus une âme a d'innocence et de beauté, plus elle est familière de ces autres existences radieuses que l'on prétend sans âme. Et oui, les fleurs, les arbres ont une âme. C'est là, est-ce que vous sentez ce qui est en germe là, ce que nous redécouvrons péniblement, non poétiquement encore de nos jours, dans certains mouvements, mais c'est extraordinaire, c'est des paroles, on peut dire, qui sont définitives ici. Bon. Alors, il y a cet hymne, et puis la splendeur poétique de la phrase également de Dörlin ici, qui est d'ailleurs en allemand une phrase rythmée, pas extrêmement importante à cet égard. Lorsqu'il dit « Nous n'étions plus qu'une seule fleur, et nos âmes vivaient l'une en l'autre comme la fleur amoureuse qui dissimule dans son calice fermé sa tendre grâce. » Oui, l'amour, comme vous le voyez, c'est une affaire d'âme, et quelque chose ne cesse alors de prendre son vol, son envol. L'idée toujours revient en permanence comme une image de s'envoler avec légèreté. Il y a quelque chose qui plane en permanence dans cette poésie. Et puis vous avez la très grande série, sur laquelle je m'arrêterai, la série des 4 grandes lettres centrales, à la fin du premier volume, lettres 26 à 30, d'abord sur l'amitié, pour changer le monde, et là il dit, oui, l'idéal doit maintenant relayer la nature. Ceux qui ne font qu'un parce qu'ils ont l'un en eux, c'est à eux que commence, c'est avec eux, à partir d'eux que commence le deuxième âge du monde. Et Diotime interprète à ce moment-là, elle joue comme une sorte de psychanalyste, elle interprète le discours d'Hypérion, et elle lui dit « Adamas, ton maître, Alabanda, ton ami, ce que tu voulais, crois-moi, ce n'était pas un être humain, c'était un monde. » Et là, il y a cette phrase
merveilleuse qui rejoint ce par quoi j'avais commencé cette présentation. La perte de tous les siècles d'or, tels que tu les retrouvais condensés en un seul moment de bonheur, l'essence de tous les esprits d'un temps plus beau, de toutes les énergies des héros, voilà ce que tu demandais à un seul être, à un humain de compenser. Comprends-tu maintenant ta misère et ta richesse, ta fierté et ton abattement, l'atroce alternance en toi de la joie et de la douleur? C'est que tu possèdes à la fois tout et rien, que le fantôme des jours d'or qui reviendront t'appartient sans être encore saisissable, que tu as ta place dans les régions de la justice et de la beauté, que tu es un dieu parmi les dieux dans les rêves admirables qui envahissent tes journées, et qu'au réveil tu te retrouves sur le sol de la Grèce actuelle. Elle ajoutera, donc je ferai surgir ton être profond, et il est dit encore plus loin dans un très beau passage également, mais je ne vais prendre que quelques pépites dans cet ensemble, n'est-ce pas, ici. Oui, quand il aime, l'homme est un soleil qui voit et transfigure tout. Quand il n'aime pas, il est cette chambre sombre où se consume un lumignon fumeux. Et bon. Alors, à ce moment-là, au point où nous sommes arrivés dans le récit, on peut dire qu'il y a un moment d'exaltation, de communion des âmes et de la nature. C'est un moment où, à l'occasion de la venue de Diotima et de Hyperion à Athènes, ils rendent visite à Athènes, dans les ruines d'Athènes, Athènes sous le joug turc, c'est le moment où l'amour déborde sur le monde. Et là, c'est une théorie de l'éducation qui va appliquer au peuple les thèses de Rousseau sur l'éducation des individus. Alors, vous savez que c'est là une des choses qui me sépare un peu de ce cher Marc Bonan. Bah, il déteste Rousseau, moi j'adore Rousseau, alors j'en profite un peu pour vous le dire. Et il faudra qu'on ait un débat un jour. Il faut donc, ce qui est dit par Hölderlin, c'est qu'il faut d'abord que la nature s'accomplisse dans l'enfant. L'enfant deviendra homme uniquement à ce prix. Et dès qu'il est devenu homme, il est Dieu. Il faut laisser advenir cette nature. Il faut la laisser mûrir, sans forcer ni contraindre. Et l'art, la religion, la pensée seront les enfants de cette beauté humaine, de la nature humaine en tant qu'elle est accomplie, en tant qu'on lui a laissé le temps de s'accomplir et de mûrir. Et ici, la pensée de l'être, chez Hölderlin, s'élève jusqu'à Héraclite. Et c'est une poésie de eines unendlichen göttlichen Seins, de l'être à la fois qui est immortel et qui est en même temps divin. Et il s'élève jusqu'à Héraclite parce qu'il cite le un dont il parle n'est pas un un fusionnel, c'est beaucoup plus fort. C'est en grec, il le dit, il le cite, en diaphéron, ou diaphéromenon eoto. Le un, vous savez que le Parménide de Platon, c'est un développement sur le un, justement. Un est ou n'est pas. Et dans ce texte-là d'Héraclite, l'un, c'est ce qui est distinct en soi-même. L'un, c'est une pensée de l'un en tant que l'un est différent de soi. On pourrait penser du Derrida déjà. En tant qu'il y a ici une sorte de différenciation, un qui se distingue de lui-même. Et c'est là, dans l'amour d'Hölderlin, qu'il dira encore à propos de Diotima, toi mon île bienheureuse. Et Diotima répond encore par une interprétation sur laquelle je vais bientôt achever, mais que je ne risque pas ici à l'envie de vous lire. Si ton cœur et ton activité n'avaient mûri si tôt, ton esprit ne serait pas ce qu'il est. Si tu n'avais été d'abord un homme qui souffre et qui brûle, tu ne serais pas un homme qui pense. Crois-moi, tu n'aurais pas discerné si clairement l'équilibre de l'humanité accomplie si tu ne l'avais d'abord si totalement perdu. Ton cœur a enfin trouvé la paix, je veux le croire, je le comprends, mais t'imagines-tu vraiment au but? Veux-tu t'enfermer dans le ciel de ton amour,
et laisser le monde qui a besoin de toi se dessécher et se glacer à tes pieds. Tu dois, comme le rayon de la lumière, comme la pluie régénérante, descendre dans la contrée mortelle. Tu dois illuminer comme Apollon, ébranler et vivifier comme Jupiter. Sinon, tu ne mériteras pas ton ciel. Donne-leur ce que tu as en toi. C'est ce que dit Diotime à ce moment-là au héros. Et alors, le peuple rajeuni reviendra et rajeunira la nature. Seulement voilà. Et c'est ce que... La deuxième face de l'histoire, c'est la déconvenue de toutes les attentes. Et pourquoi? Parce qu'au fond, la révolution a eu lieu sans qu'il y ait eu l'éducation. Et cette révolution, ces révoltes, sans que l'éducation ait eu lieu, n'instaurent que ce que dira Madame de Staël aussi, n'instaurent que la terreur et la sauvagerie et l'inhumanité. Ça sera cette mise en garde que fera, au moment où il part pour la guerre, Diotima s'écrie « Ô violent !» s'écria-t-elle, qui courait si vite aux extrêmes, songez à la Némésis. Hypérion répond « À qui souffre l'extrême, l'extrême convient. Quand cela serait, dit-elle, tu n'es pas né pour cela. » Et elle continue en disant « Tu conquerras et tu oublieras pourquoi tu as conquis. Tu obtiendras par la force, si tout se passe bien, un état libre, et tu te demanderas en vue de quoi tu l'as édifié. Hélas, l'existence merveilleuse qui devait s'y épanouir sera consumée, détruite, et jusqu'en toi-même. La sauvagerie des combats meurtriers te meurtrira, noble cœur, tu vieilliras, esprit bienheureux. Hélas de vivre, tu t'écriras enfin, où donc avez-vous fui, idéaux de ma jeunesse. Et ça, c'est cette cruauté de la parole vraie de Diotima qui fait que toute la fin de l'œuvre nous montre ici, est mise d'ailleurs sous l'exergue du cri des 10 Pacollones, hein, « Mes funailles, puissais-je n'être jamais né ?» Et si l'homme doit, s'il apparaît, s'il naît quand même, s'il apparaît toujours, le mieux c'est qu'il retourne au plus vite là d'où il est venu. C'est cette pessimisme absolu que l'on trouve dans les 10 Pacollones, qui est alors ici repris comme formule par Hölderlin, et c'est aussi en Ulysse mendiant à sa propre porte qu'il évoque la situation des poètes dans la société allemande. Donc l'œuvre réintègre à la fin tout le tragique grec de l'existence. Et pourtant, tout, c'est les dernières paroles, tout n'est qu'une seule vie, brûlante, éternelle. Toute chose advient par désir, et toute chose s'achève dans la paix. Tout ce qui a été séparé se rassemble. C'est comme une sorte de dernière sagesse, mais une sagesse à la fois lucide et impossible, intégrant le jeu des contraires, visant une plus profonde unité des formes de la vie, une certitude intérieure, hein, qui est affirmation de la vie au-delà de toutes les brûlures de l'histoire et du destin. Et je ferai juste deux ou trois remarques pour conclure, et pour inscrire Hypérion dans notre temps. D'abord, je vous le rappelle, c'est un poète, c'est Philippe Jacotet, à qui nous devons en français la nouvelle présence d'Hölderlin. Il traduit chez Mermot à Lausanne, il traduit en 1957 Hypérion. Il reprend dans le Mercure de France en 1965 et en 1967, l'édition est un peu vieille comme vous voyez, celle de Pascal d'ailleurs, en 1967 il le reprend chez Gallimard dans la collection Poésie. Mais c'est en 1968 que parut la traduction de Rovigny dans cette fameuse, célèbre bibliothèque 10-18 de Michel-Claude Jallard. C'était un moment, tout ce qu'il publiait à ce moment-là était sublime. C'était une collection, vous voyez, qu'on ne trouve pas bien sûr maintenant. Et dans l'exergue l'envoi de sa lecture d'Hypérion, Robert Rovigny dit ceci. On est donc là en 1968. Je dédie cette lecture d'Hypérion à la révolte des étudiants, celle des cœurs purs et des esprits libres de ce temps. La même société qui a voulu les massacrer, cette société qu'il s'agit toujours de jeter bas,
avait déjà fait payer le plus cher possible à Hölderlin non seulement son idéal de liberté absolue pour tous, mais la réalité irrécusable de cet idéal dans sa poésie. C'est une révolution radicale qu'opère ici le poète avec les moyens du poète. Il témoigne que la poésie est, de toute libération, l'arme efficace. Elle nous reste, avec quelques autres. Lien entre la poésie ici et cette révolte de mai. Mais je dirais encore, plus tragiquement à nos oreilles, les premiers mots que j'avais cités tout à l'heure, que j'évoquais, les premiers mots d'Hyperion, lorsqu'il dit au tout début, s'adressant à Bellarmine, voyant la tristesse du monde qui l'entoure, où il dit, mais j'ai toujours cette possibilité de retourne au sein d'où tu sortis, dans l'immuable et silencieuse beauté de la nature. Et là, je dirais, c'est ce qui fait rupture entre l'époque de Hölderlin et la nôtre. C'est que pour lui, ou à cette époque, il y avait toujours cette possibilité de revenir à une nature dont le cycle des saisons ne bougeait pas, dont on peut dire, on pouvait retrouver toujours les mêmes paysages, la même beauté, la même richesse. L'effet de la science entre le 19e et 20e siècle et le mauvais usage qui parfois en a été fait dans la domination de la nature, dans le forçage de la nature, a conduit à mettre en jeu et en péril les équilibres naturels, les voies naturelles, la vie même de la planète. C'est ce défi dont la poésie rétrospectivement de Hölderlin nous rend conscients. Et puis je dirais aussi cette mise en garde de Diotime contre la violence des hommes, contre cette façon tragique des révolutions de toujours se retourner en leur contraire, de commencer avec les droits de l'homme et de terminer dans la terreur. Vous savez, ça me rappelle toujours, j'avais un vieil ami qui est devenu d'ailleurs un écrivain connu actuellement, qui était un des chefs, on peut dire, des actions qui devaient être militaires à ce moment-là de certaines branches de sectes étudiantes, mais qui était un admirable helléniste, qui était quelqu'un qui lisait Homère, un superbe lecteur d'Homère. Et lorsqu'il a eu le sentiment que la petite secte où il se trouvait pouvait devenir les Brigades Rouges ou la fraction de l'Armée Rouge, ce jour-là, il a dit « nous arrêtons ». Et c'était pourquoi? Parce qu'il avait lu Homère aussi. Voilà, je reste à je vous remercie. Nous avons la chance d'avoir parmi nous Madame Malice. Alors justement, bon, vous avez exprimé à plusieurs reprises votre volonté, votre sens ici du théâtre, de ce que vous vouliez faire. Est-ce que nous sommes en harmonie, en accord? Comme vous savez, j'avais, avant de préparer cette intervention, j'avais eu le désir, bien sûr, de venir vous voir. Même je serais revenu une deuxième fois si j'avais eu le temps, comme je le souhaitais. Mais peut-être que vous pouvez aussi en parler avec les personnes qui sont ici pour les représentations qui ont été données. Si vous voulez venir à côté de moi, ce sera plus simple. Je suis un peu émue. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. En effet, je vous remercie parce que vous avez... Merci. Le public, les spectateurs qui ont vu votre pièce, qui vous peut encore vous encourager à venir. Non, mais je vous remercie parce que vous avez une lecture qui est évidemment une lecture qui honore le poète, mais qui en même temps comprend absolument la suture du poète et de la politique, en fait, de ce que Hölderlin cherchait à faire pour son temps et pour le monde à venir, en fait. Et en effet, c'était comme vous le disiez, avec Hegel, ce jeune spectateur de l'histoire du monde, de la Révolution française, et qui, comme ça, dans ce moment où l'histoire du monde se casse en deux, entrevoit toutes les séquences à venir
Et c'est comme ça, par cet effort titanesque, spirituel, incroyable, et c'est comme ça d'empêcher ou de décider pour l'humanité une autre voie, en fait, qui soit à la fois, comme vous le disiez, fidèle à cette idée que nous portons le ciel et le soleil en nous, et que, sous prétexte que l'histoire serait déceptive, il ne faudrait quand même pas qu'on se mutile du ciel et du soleil, donc il faut rester fidèle à l'idée que l'infini est pour nous, et en même temps, comment rester fidèle à cette idée quand à chaque fois qu'on essaie de la mettre en œuvre sur le plan historique, elle donne tant de désastres. Et je crois qu'Hyperion, c'est ça entièrement, c'est ce que vous disiez, cette espèce de grand effort pour que quand même le ciel nous soit encore donné sur Terre, et en même temps qu'on ne soit pas, comment dire, inconscient. C'est pour ça que vous le portiez au théâtre. Ah oui. La scène. Parce que normalement, c'est un texte qui n'est pas, c'est pas une pièce de théâtre, comme vous le savez, un roman par lettres. Quelqu'un parle tout le temps, c'est pas évident. Donc il y a un défi colossal de prendre ça. En plus, vous le disiez, d'une façon qui ne cède à aucune des attentes affadissantes, où on aurait le jeune poète romantique, où on aurait toute une série de choses comme ça, qui auraient facilité l'abord, mais qui manquaient. Je crois que le choix du dénûment est très beau d'ailleurs chez vous. Ah mais non, c'est un parti quand même totalement anesthétique, si vous voulez. Vous êtes d'accord là-dessus. Bon, j'étais un peu obligé de dire laid, oui, c'est laid. D'accord. Oui, c'est laid, c'est parfaitement laid. C'est le monde dans lequel on est qui n'est pas bien beau, en fait. Hein. Pour commencer, quand même, Hölderlin, c'est aussi le grand poète qui nous a appris à aimer la terre. C'est le poète, finalement, de la prose, qui nous a dit il faut cesser de vouloir quitter ce monde-ci pour un monde idéal, mais il faut au contraire retourner ce désir vers la terre, vers le monde tel qu'il est. Et c'est là-dedans qu'il faut quand même apprendre à trouver l'infini. Or, le monde tel qu'il est, notre prosaïsme est brutal. Je ne vois pas qu'aujourd'hui notre réalité soit belle. Oui, la prose de Hölderlin est rythmée, évidemment. Il y a le rythme qui est là, donc elle est habitée par la poésie. Ce que je voulais vous dire sur le dénûment, c'est qu'en fait, je crois malgré tout qu'il y a une voix chez Hölderlin que vous nommiez, je pense, dans la figure de l'extimité, enfin quand vous parliez de ça. Je pense quand même que Hölderlin voit quelque chose qui est que, évidemment, Hyperion perd tout, et essentiellement perd Diotima, ce qui est la perte totale, enfin irréparable, qui est à la fois la perte de la femme aimée, je crois aussi la perte de la révolution. En fait, je crois que Diotima est une espèce comme ça de concaténation à la fois de la figure de l'amour et de la figure de la beauté politique, de la figure de l'âge d'or, enfin, la beauté sur Terre. Enfin. Et moi, je pense que ce que dit Hölderlin, c'est qu'il faudrait que nous commencions à vivre maintenant depuis la perte. Je crois que c'est comme une piste, je crois qu'il nous donne et qu'on n'a pas encore tout à fait sondé. Je crois que ce qu'il nous dit, c'est qu'au fond, toute notre imagerie, notre imaginaire politique et notre imaginaire désirant est du côté du plein, ce qui est l'histoire d'Hyperion, qui veut toujours sortir de lui-même pour toucher à l'infini, comme si l'infini était à l'extérieur, et que l'accomplissement humain, c'était de se déployer, de se remplir, d'accéder à la plénitude. Et je crois qu'à la fin du roman, il comprend qu'il faudrait que commence une nouvelle histoire, qui soit celle d'une humanité qui accepte qu'il y a en elle une faille, un trou. À cet égard, je crois qu'il est lacanien. Enfin, je crois que totalement... Enfin, si je peux dire une sottise pareille. Mais je crois qu'à cet égard, ce qu'il nous dit, c'est que le sujet humain doit cesser de se croire accompli quand il est plein, mais au contraire, vivre une aventure humaine qui sera toujours percée comme ça, d'un manque, d'un trou. Et que ça vaut pour le sujet humain, mais ça devrait valoir pour une nouvelle civilisation, où nous aimerions alors, dans le monde,
tout ce qui serait les signes de cette faille, de ce désir au-devant de nous, jamais comment dire, attraper, combler, tuer. Ouais. Alors que nous vivons évidemment dans l'ère de la pulsion, enfin, etc. Donc c'est terrible en fait. Mais je crois quand même que c'est pour ça que je le mets au théâtre, et que je le mets au théâtre de ce point qui m'est tant reproché, qui n'est certainement pas celui de la plénitude. Comment voulez-vous que je croie que ce qui reste pour nous, qui peut-être va nous sauver, c'est une humanité qui doit aimer son dénuement, et comment pourrais-je faire à partir de là un théâtre puissant? Je serais bien bête, enfin. Voilà. Oui, théâtre de la pauvreté, comme vous disiez. Oui. Le fait d'avoir, par exemple, la salle totalement allumée, c'est aussi un élément important. Oui, on a discuté hier. Pour moi, c'est un élément de fraternité, c'est un élément strictement égalitaire. Et je pense aussi que ce qui est bon pour le théâtre, enfin, je disais hier que je fais partie des gens, c'est effrayant, je fais partie des gens qui croient que le théâtre n'existe pas et qu'il faut toujours le faire réapparaître d'une manière ou d'une autre. Du coup, il m'importe aussi que les spectateurs soient conscients, comme ça, de manière très prosaïque, soient conscients qu'ils sont dans un théâtre. Je pense que, évidemment, nous avons des réflexes et des habitudes. Donc nous asseyons dans les salles de théâtre, elles sont souvent confortables, la lumière s'éteint, et on se met à ronronner, on se met à clapoter dans le sentiment déjà là du théâtre. Donc moi, je ne le supporte pas. Je me dis, il faut quand même que nous soyons rendus à quelque apparition ou quelque événementialité du théâtre. Donc pour ça, je maintiens la salle allumée, je me dis, souviens-toi que tu es au théâtre et que c'est dur. Et que c'est dur. Pour qu'il y ait un peu de théâtre, il faut travailler. Et puis je veux une condition en effet un peu égalitaire, c'est-à-dire j'ai très peur maintenant du rituel. Je cherche presque les coordonnées d'un théâtre communiste, si je puis dire, une horreur pareille. Et je pense qu'un théâtre communiste ne doit plus être rituel, didactique. Je crois qu'il doit être vraiment l'épreuve comme ça, ensemble, douce, fraternelle, de toute la somme des questions que nous avons à nous poser, et surtout de toutes les pertes qu'il nous faudrait consentir pour arriver à vivre. Et c'est pourquoi je maintiens... Oui, d'ailleurs, je suis très frappé par l'investissement des comédiens ici, dans leur texte même. Alors, est-ce que leur diction, est-ce que c'est un point important également? En fait, oui, on n'appellera pas ça diction, oui, nous, on appelle ça énonciation, parce que justement, parce que justement, ça n'est pas un point technique de diction, c'est-à-dire on n'apprend pas à parler techniquement comme ça, c'est un point d'énonciation. Comme en linguistique, l'énonciation, c'est quand on parle et qu'en même temps on laisse apparaître dans la parole ce que ça nous fait de parler. Voilà, ce que ça nous fait de le parler ici, maintenant. Donc la parole est une chose compliquée, qui n'est pas seulement le message véhiculé, mais aussi toutes les émotions que l'on éprouve à dire ce que l'on dit dans un contexte donné. Et c'est ce qui produit ce phrasé, si vous voulez, c'est que les comédiens prennent le temps de penser à ce qu'ils disent d'abord et à ce que ça vaudrait pour leur vie. Et chaque phrase est comme un plan de conséquences, vous l'avez dit. Après ça, comme Hölderlin, je crois que Hölderlin ne lisait quasiment en boucle que 2 auteurs, ou 3, Platon, Rousseau, peut-être Pindare ou Homère. Et je pense qu'on pourrait lire Hyperion comme ça en boucle toute sa vie. Et donc chaque phrase pour l'acteur est comme un plan de conséquences pour sa vie, et ça l'acteur doit prendre le temps de le penser, parce que sinon le théâtre est une machine très puissante en fait. Vous savez, il suffit qu'on éteigne la lumière, on met un acteur, et là on se met à parler, et tout le monde est content, on se dit voilà, ça marche. Et donc, pour que quelque chose d'autre ait lieu, d'un peu plus véridique, il faut beaucoup se calmer, il faut beaucoup appuyer sur la pédale du frein et dire bon, ça va, mais ça marche. Mais quand on fait ça, on est encore dans le lieu commun, on est encore dans l'existant disponible. Tes propres idées déjà toutes faites, mes propres idées déjà toutes faites du théâtre. Pour que quelque chose d'un peu autre apparaisse, il faut soit accélérer, je pense qu'il y a des théâtres de la fulgurance,
moi je n'en suis pas capable, ou bien ralentir pour que la parole se vérifie de nouveau comme plan de conséquence. Enfin. Et c'est ce que j'essaie de faire. Du coup, ça n'est pas une diction, c'est plutôt comment dire, un athlétisme éthique des acteurs qui sont obligés, les pauvres, de penser à tout ce qu'ils disent et qui en plus se disent je le pense pour ma vie, je le pense devant ces gens qui m'en veulent beaucoup, je le pense au théâtre, enfin, et ça fait beaucoup de couches. C'est un acte héroïque. Oui, c'est un héroïsme, je pense. Il y a un héroïsme pour des acteurs, oui. Vous avez déjà vu, vous avez vu la pièce? Oui, moi j'ai vu la pièce. Merci beaucoup, Stéphanie. Ce qui m'a déçu, c'est pourquoi ce parti pris de faire parler aux acteurs si bas qu'on perd 50% du texte. Pour ceux qui n'ont pas lu Hyperion, ils perdent, je pense, la totalité. C'est pourquoi on s'est retrouvé peut-être 10% des spectateurs à la fin du spectacle, ou disons le 25%. 25, peut-être 30. C'est par sans arrêt les gens quittaient le... Donc vous parlez d'un théâtre communiste, je veux bien, mais dans le communisme, je pense qu'il y a de l'échange quand même qu'il faut. Je sais pas. Alors pourquoi ce parti pris de les faire parler si bas? Oh, c'est pas un parti pris, si vous voulez, c'est à certains égards parfois une faille technique, une faille, quelque chose qu'on ne peut pas résoudre pour l'instant. Ce n'est pas un parti pris, en tout cas, si vous voulez, ça n'est pas une consigne. Parlez donc très bas pour que personne ne vous entende. Ça n'est pas la consigne. Hein. J'ai cru que c'était volontaire. C'est plutôt, si vous voulez, la consigne, c'est plutôt en effet, la consigne, c'est plutôt donc d'arriver à penser ce qu'on dit. Qu'est-ce que c'est ce qu'on penser, ce qu'on dit? C'est la question. Ce n'est pas mimer, ce n'est pas faire semblant d'être le penseur. Ça, on le ressent bien dans le spectacle, Oui. parce qu'il y a cette tension des phrases. Ça, Voilà. Et ça, si vous voulez, le fait que l'acteur doive pour lui-même envisager ce que ça dit, fait qu'en fait, il est évidemment dans un régime expressif très bas, parce que s'il se met à parler plus fort, s'il se met à convoquer l'expressivité théâtrale habituelle, alors il est presque entraîné par des effets de rhétorique, d'expressivité. Donc on est sur une tension, si vous voulez, où il faut calmer sa propre machine. Je dis, vous savez, le théâtre c'est polémique. Le théâtre on fait du théâtre à l'intérieur du théâtre. Or, les coordonnées du théâtre existantes, ce sont des coordonnées expressives. Ce sont des coordonnées où les acteurs parlent fort, sont puissants dans l'expressivité, sont didactiques, nous font la leçon. Bon. Et nous savons que tout ça, ce sont les coordonnées, et que c'est là-dessus qu'il faut travailler pour que quelque chose de plus vrai, de plus vivant, selon nous, apparaisse. Si bien que, travaillant là-dessus, les acteurs doivent presque, par la force des choses, je dirais, du coup, produire des effets de sourdine, d'amortissement de leur propre énergie, ce qui peut entraîner ce défaut technique. Mais parfois, si vous voulez, il faut, dans ce cas, puisqu'on entre dans cette question très subtile, alors il faut être précis, il faut distinguer beaucoup de choses. Il faut distinguer ce qu'on n'arrive pas à produire, en effet, parfois, nous sommes en défaut. Mais il faut aussi distinguer les habitudes qu'ont les gens et qu'est-ce que c'est que entendre pour eux au théâtre. Il faut aussi parler de ça. Il faut parler du fait que pour certains, c'est inaudible parce qu'ils ne veulent pas entendre comme ça au théâtre. Et donc l'accommodation, qu'on dit, ce que ça demande, comme ça, l'ajustement, ils ne le font pas. Donc je dirais que sur les 75% des spectateurs qui s'en vont, je pense que nous en perdons peut-être un bon quart de notre fait, problème d'acoustique, etc. Mais je pense aussi qu'il y a cette question de qu'est-ce que c'est qu'écouter et entendre au théâtre. Et sur cette question, moi je ne céderai pas. Je vais essayer de m'améliorer, il le faut, mais il y a des choses que je ne ferai pas. Oui, c'est extrêmement intéressant ce que vous dites, et la question qui est posée également, parce que
évidemment, si ce qui est dit, c'est avant tout de penser à ce que l'on dit, ça veut dire que l'acteur n'a pas comme pensée principale de s'adresser à un public et donc de parler à la cantonade, d'un certain point de vue. Alors évidemment, il y a un équilibre qu'il faut arriver à trouver, parce que je suis quand même d'accord avec ce que vous disiez à cet égard. Évidemment, il faut que l'on puisse quand même capter ce qui est dit. Le texte est splendide, si vous voulez, donc il mérite d'être entendu. Alors, est-ce qu'on peut avoir recours? Mais il ne faudrait pas évidemment que les moyens que l'on ait de faire passer la chose contreviennent à ce qu'était. Alors, ce que l'on sentait vraiment, même quand on n'entendait pas parfois certaines phrases, on sentait que les acteurs étaient habités par ce qu'ils disaient. Ça c'était vraiment le côté, au fond, dont on nous fait crédit tout de suite. Mais évidemment, non, c'est vrai. Mais en même temps, c'est vrai que, bon, je me disais aussi, celui qui n'a pas lu forcément le texte d'Hyperion au départ, comment va-t-il accrocher? Parce qu'il faut au moins aussi pouvoir accrocher. C'est pas grave si on n'entend pas tout, mais au point, au départ, qu'on soit saisi par quelque chose. Alors, par quels moyens? Ça, ce sont au fond, les trouvailles qui doivent être les vôtres. Peut-être peuvent-ils porter sans qu'ils s'en doutent quelque chose. On a essayé, vous savez, essayé pour l'instant. Il faut travailler très durement cette question du son. Pour l'instant, je n'ai pas eu les moyens techniques, je ne les ai pas trouvés. Les moyens techniques, je pense qu'il y a une part de technicité de l'acteur qu'il faut qu'on reprenne, qu'on travaille. Mais je pense aussi sans doute des moyens de sonorisation. Mais pour l'instant, la question de la sonorisation au théâtre est très compliquée, vous savez. Ce qui se passe, la plupart du temps, vous êtes habitués maintenant, je crois, à ces espèces de micros, donc HF, invisibles, mais qui produisent un son mental et qui produisent un son déspatialisé. C'est-à-dire que vous avez comme une espèce de... la voix de l'acteur et voilà, comment dire, séparée du corps. Et on a l'impression, du coup, que c'est une voix qui vient nous parler à l'oreille, c'est un son mental. Je déteste. J'ai l'impression qu'il y a un machin qui vient de parler dans l'oreille et alors là, pour le coup, moi je suis quelqu'un de libre, je ne veux pas de surmoi, je ne veux pas qu'on vienne je déteste en fait. Et en plus, on n'a pas l'acoustique de la salle n'est pas très heureuse déjà. Elle n'est pas servie par l'acoustique de la salle. Il faut espérer que la nouvelle comédie sera une réussite de ce point de vue-là. Non, évidemment, je suppose que si vous étiez au théâtre d'Épidore, là, il n'y aurait pas de problème à cet égard. Je crois qu'on a toujours eu ce problème et que donc c'est vraiment notre faute, si vous voulez. Après, il y a aussi des choses que je cherche stylistiquement, qui sont peut-être un peu des maniérismes, qui sont pénibles. Mais par exemple, j'aime assez, moi, que de temps en temps, pas toujours, j'aime assez, un peu comme chez Godard, si vous voulez, qu'il y ait disparition du texte sous une vague sonore, enfin, et que du coup le texte reste comme ça, comme une espèce d'inscription secrète. C'est pour que vous prêtiez l'oreille, entendre un peu moins, vous prêtez. D'ailleurs, je voyais des personnes effectivement qui faisaient ça, elles prêtaient vraiment l'oreille, désireuses d'entendre, on peut dire, la moindre parole. Oui, parce que quelqu'un a dit, lorsque je suis venue au spectacle, excusez-moi d'être franche, quelqu'un a dit à ce sujet, c'est que c'est un spectacle qui n'est pas généreux. Moi, j'ai au contraire trouvé que ce spectacle était énormément généreux parce qu'on sent les gens, et ça je l'ai rarement senti comme spectatrice, extrêmement responsables de ce qu'ils disent, et ça on le ressent très très fort. Donc, que ça se perde, moi j'étais au deuxième rang, évidemment, j'étais favorisée, mais j'ai fait ce choix d'être au deuxième rang aussi, parce que j'aime voir les acteurs, j'aime les voir de près, j'aime les entendre parler, mais ce sentiment de responsabilité qu'on nous fait partager est tellement fort que c'est pas grave de ne pas comprendre, parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose. Oui, peut-être que ce que vous soulignez aussi, c'est qu'en effet, cela dit, je ne veux pas excuser, je sais qu'il y a de mon fait, je sais qu'il y a notre part de responsabilité là-dedans, comme je vous le disais, je crois qu'il faut qu'on travaille durement ces points. Mais en effet, je crois aussi que ce que vous soulignez, c'est peut-être la dimension finalement plus expérimentale d'une représentation, au sens l'expérience à vivre de la représentation ne se réduit pas à ce qu'on peut consommer en termes de sens et de messages véhiculés, si vous voulez. Et donc c'est là que je suis prête à payer le prix de certaines choses, parce que
je pense quand même qu'il y a un dépôt sensible, il y a quelque chose, pour moi, dans le théâtre, qui va au-delà, enfin, qui est une expérience bien complexe, et où ce qu'on entend et perçoit et peut consommer du sens immédiatement n'est pas la seule chose, en fait, la seule chose. Et finalement, vous savez, ces représentations si étranges qui durent 3h45, parfois 4 heures quand on est très mauvais, mais où finalement il y a sentiment comme ça d'exil des acteurs, de solitude, une polémique avec la salle, enfin, et puis on se dit, voilà, l'objet il est livré comme ça en partie au mépris du public, à son enthousiasme, etc. Pour moi, c'est ça une représentation de théâtre. Et je dirais que même si je ne souhaite pas que les gens sortent, maintenant, je me dis que c'est aussi ça le théâtre. Et que voir sous nos yeux se constituer un public, je veux dire se constituer un public, hein, c'est-à-dire comme une opération théâtrale maximale. Donc des gens s'en vont et des gens restent, mais ceux qui restent se prononcent. Et pour moi, c'est aussi ça une représentation de théâtre. Elle doit construire quelque chose qui n'était pas là quand on est entré dans la salle. Donc pour ça, j'essaie de trouver les limites, enfin j'essaie de mettre en crise tout le zinzin là, pour que quelque chose ait lieu. Et je pense que ça a lieu quand même. Il faudrait que ça ait lieu pour plus de gens, mais ça a lieu. C'est pas fréquent, vous savez. C'est pas fréquent. Oui. J'aimerais juste ajouter que on sent à un moment donné que les gens qui restent, ils vont rester, ils vont plus partir. On sent ce moment. Et je trouve très fort de pouvoir ne pas être juste seule à lire Hyperion toute seule dans mon coin et de ressentir ça, mais de l'éprouver avec ces gens qui restent. Et ça, pour moi, c'est très rare. Et on a besoin de ça, en fait, de partager cette sensation ensemble dans cette immensité. Parce qu'il y a aussi des gens qui m'ont dit à la billetterie pourquoi on ne fait pas ça dans le studio, de façon plus intime pour qu'on comprenne. Mais moi, quand je lève la tête et que je vois cette cathédrale avec ses lumières, je dis non, c'est impossible. On a besoin du ciel, de vivre cette... voilà quoi. On a besoin d'éprouver ces choses intimes ensemble. Et avec les gens qui... On sent que les gens sont là. Voilà. Et ça, oui, ça vaut de l'or pour moi. Oui, c'est le théâtre, ça. Hein. C'est vrai que... en écoutant, je me disais aussi, comment se fait-il que les comédiens tiennent? Ils tiennent grâce à ça, en fait. C'est très dur. Ils tiennent, on a tenu depuis le premier jour. Vous savez, on a fait la première Avignon et on s'est pris. On est sorti sur scène et au bout de 5 minutes, on s'est fait fusiller debout. Ça a duré 5 minutes avant. Il y a eu un moment de suspens, 5 minutes, et à partir de là, une espèce de déchaînement qui n'a plus jamais cessé. Et je me disais, mais comment font-ils pour tenir? Et je voyais qu'ils n'étaient pas entamés. Bien sûr, le spectacle, du coup, s'est fait avec ça. Et je pense qu'ils tiennent, parce que dès la première représentation, c'est ça qui s'est produit, en fait. Une espèce comme ça d'arrivée d'un public, la salle se vidait, et puis des gens descendaient, conquéraient les places de devant, et à la fin avaient constitué comme ça un corps nouveau. Et en même temps, sans romantisme, parce que je ne l'aurais pas souhaité, je me disais, mais finalement, cette espèce d'objet qui devient un objet minoritaire, après tout, avec Hölderlin, ça va pas si mal, parce que voilà, le fait que ce soit le poème comme un peu une voix dans un désert, et puis le poème comme ça qui est pas entendu, et puis des gens quand même qui décident qu'il faut le protéger, qu'il faut protéger l'objet, qu'il faut le défendre contre tous ceux qui le vouent. Finalement, je crois que ça a créé chez nous une subjectivité particulière qui nous permet de tenir, en fait. Et on sait que si on travaille bien, toujours à la fin, devant nous, on aura comme ça un monde aussi assez beau. Bien.
Voilà, bah écoutez, merci. Merci à vous.